Avant de commencer cet entretien, je voulais vous parler de Books on Demand, qui sponsorise cet épisode. Également appelé BOD, Books on Demand est une plateforme d'auto-édition destinée à tous les auteurs et toutes les autrices qui veulent publier un livre. L'idée, avoir un livre référencé, distribué en librairie et conçu entièrement selon ses envies, du contenu évidemment jusqu'à son aspect. Comme son nom l'indique, Books on Demand imprime les livres à la demande, à partir d'une commande et sans tirage minimum. Et quand on sait que selon un rapport de la BNF de 2020, 20% des nouvelles publications en 2019 étaient auto-éditées, on imagine bien que cette façon d'approcher la publication possède des avantages. Avec 90 000 titres édités dans 8 pays, Books on Demand a réussi à créer un vrai service qui se décline en plusieurs offres, de l'impression simple, très accessible, jusqu'à l'accompagnement de A à Z. Pour plus d'infos, rendez-vous sur bod.fr. Allez, à présent, place à l'entretien. Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Aujourd'hui, je reçois le comédien Félix Radu, dont le premier spectacle Les mots s'improsent, mis en scène par Julien Aluguette, se joue encore jusqu'au 18 décembre au Théâtre de l'Œuvre à Paris. Dans ce spectacle, écrit alors qu'il était adolescent, Félix Radu travaille la langue à la lumière des grands thèmes qui le questionnaient à cette période, en créant des passerelles entre sa vie et les grands auteurs qui gravitent autour de lui. Et au-delà de ce spectacle, Félix Radu est avant tout un passionné d'écriture, qui en parle très bien. C'est la raison pour laquelle on a parlé ensemble de sa vision de l'inspiration, assez proche de celle de Rilke, de son rapport à la lecture, de la figure du Petit Prince, dont il est désormais ambassadeur, ou encore de Rose et Massimo, la pièce qu'il essaye de monter en ce moment, notamment grâce au financement participatif. Bonne écoute. Félix Radu, bonjour. Bonjour. Ça fait 10 ans que tu joues ce premier seul en scène, Les mots s'improsent, là ce sont les dernières représentations au Théâtre de l'Œuvre. Comment tu te sens ? Je me sens comme quand tu veux quitter une copine avec qui t'es depuis très longtemps. C'est-à-dire que tu sais pourquoi tu t'en vas. Malgré tout, maintenant qu'il y a une date, tu revis tous les bons moments et tu te rappelles tout ce que tu as partagé avec. Il y a comme un peu de chagrin, un peu de mélancolie qui vient frapper à la porte. Donc je pensais que j'étais impatient de passer au suivant. Et au final, je me retrouve parfois à me dire « T'es quand même bien tous les deux ». T'es un peu nostalgique. Ouais, tu sais, vraiment, c'est exactement comme une histoire d'amour quand tu te dis « C'est quand même chouette ». Puis ça marchait bien. Mais il faut grandir, quoi. Il faut grandir. 10 ans, il semblerait que ce soit déjà pas mal. 10 ans, c'est pas mal comme rentabilité de spectacle, je te cache. Je trouve qu'on a connu pire. C'est clair. Bon, après, il a connu les galères, quoi. Il a connu les débuts des salles vides. Alors, il semble évident de dire que la scène, ça n'est pas la vie. Comment tu te sens, toi, sur cet espace si particulier que sont les planches ? Est-ce que tu fais partie de ces gens qui s'y sentent pleinement à leur place ou est-ce que ça reste, je sais pas, un espace de travail avant tout ? Pour moi, je me sens davantage au théâtre dans l'existence commune. Je pense que j'ai des dérèglements émotionnels et psychologiques. Je me sens un peu à côté de mes pompes dans la réalité. Et du coup, sur un plateau, tout ce qui peut paraître bizarre, tout ce qui peut sembler être des bizarreries, en fait, prend sens et devient tout de suite plus beau. Donc, je me sens davantage chez moi sur un plateau, ouais. Après, il n'empêche que ça reste un travail. Lorsque tu décides de faire de ta passion ton métier, ça te brûle par les deux côtés, quoi. Ça te brûle parce qu'il faut que tu le fasses, mais ça te brûle parce qu'il faut le faire bien, et donc ça demande beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur et beaucoup de patience. Tu as écrit ce spectacle à 15, 16, 17 ans, je sais plus, ou peut-être les 3 d'ailleurs, et c'est un spectacle qui est un vrai tout, un vrai ensemble qu'on aurait du mal un peu à découper, je trouve, mais répéter, travailler, déclamer chaque soir ce que tu as écrit à 15 ans, à 16 ans, contrairement à un roman, par exemple, où quand c'est écrit, tu n'es pas contraint de le relire, de le répéter, c'est quelque chose, c'est particulier. J'imagine, malgré tout, que je ne sais pas quel âge tu as exactement, mais en 10 ans, tu l'as retravaillé, mais est-ce que ton écriture, elle a beaucoup évolué ? Mon écriture, à moi, elle a beaucoup évolué, l'écriture du spectacle n'a pas bougé d'un pouce. Ok. On n'y a pas retouché à l'écriture, justement, ça a été une question qui s'est posée. Ouais, en fait, avec le temps, en fait, ça s'est fait tout seul. Et le jour où on m'a posé la question, on s'est dit, respectons l'auteur que j'ai été. C'est très différent que de venir mettre le bazar dans des idées qui avaient du sens quand on était jeune, quoi. Parce que tu peux les faire grandir avec toi, ces questions, mais il y a quelque chose d'encore plus beau, c'est de faire exister le questionnement à l'instant T où il a été émis, quoi. Et ce spectacle, il représente mon adolescence, et ça aurait été complètement insensé de
réduire la part de l'enfant qui était auteur, quoi. Donc au contraire, on a respecté l'auteur qui avait, comme tu l'as dit, 15, 16, 17 ans, et on a essayé que le comédien qui maintenant en a 27 lui rende service et porte le texte de cet auteur-là, quoi. Donc j'ai beaucoup de respect, comme si c'était quelqu'un d'autre, quoi. Je me permets pas de changer une virgule, je me permets pas de changer un point. Okay. Ce sont des questions qui ont été émises par un enfant, et je pense que ça fait comme une sorte de trace historique, rien que pour moi et pour les autres, de voilà ce qui traverse la tête d'un enfant, quoi. Alors les mots symproses, c'est justement des thèmes qui te travaillaient. C'est un spectacle qui reprend toutes les questions, disons, de ton adolescence, et parmi ces questions, il y a la question de l'amour. J'ai quand même l'impression que c'est un sujet qui a une place capitale, disons-le, dans ta vie, en voyant ce spectacle en tout cas. Est-ce que tu fais partie de ces amoureux de l'amour, comme on dit? Oui, je pense, mais je pense qu'autour de cette table, on peut être deux, même on peut peut-être être trois, mais au vu de tous les livres, je pense qu'on est sûrement deux minimum. Nous sommes trois à la table, précisons-le quand même. Non, oui, mais on est trois à être amoureux de l'amour. Oh, non, mais c'est bouh, ambiance tout de suite changeante. Ouais, je pense que quand tu fais de l'art, de toute façon, t'es d'une manière ou d'une autre amoureux de l'amour. Après, ça peut se traduire par différentes manières, quoi, mais il y a un vrai besoin de trouver chez l'autre ou trouver chez soi ce qui comblera le vide, quoi. Et l'amitié là-dedans? Bah, l'amitié, c'est de l'amour. Moi, je dis je t'aime à mes amis. Ok. Même, je dis parfois même plus facilement je t'aime à mes amis, parce que c'est encore plus facile de le savoir, quoi. C'est plus pur, il y a moins de peur de rejet, il y a moins de peur de blessure, il y a moins de peur d'incompréhension. Puis non, vraiment, donc moi je confuse l'amitié et l'amour, quoi. Et il y a quelque chose qu'on retient de ce spectacle et qui peut-être fait partie d'une empreinte que tu voudrais laisser sur le long terme. Ce sont les jeux de mots, comme on pourrait les qualifier, en tout cas le travail sur les sonorités. Et dans la vie, il y en a aujourd'hui qui cuisinent, il y en a qui font de la programmation, il y en a qui chantent. Est-ce que tu as fini par comprendre pourquoi toi tu t'es penché sur ce travail des mots plus que d'autres, en l'occurrence? C'est parce qu'à l'époque, ça m'amusait beaucoup, puis j'avais des facilités à le faire. Ça me venait assez spontanément, et j'avais aucune connaissance particulière de la littérature. J'étais un enfant de campagne, mes parents étaient pas très très littéraires, donc en fait, je jouais avec les mots parce que je me suis découvert que ça me faisait rire, quoi. Et c'était le rire, là. Oui, ça me faisait rire, ça m'amusait, puis je sentais que j'avais des facilités, donc je le faisais assez spontanément, et ça faisait rire mes copains, ça impressionnait les filles dont j'étais amoureux à l'époque, et donc je le faisais pour dire, regardez, that's my kingdom, tu vois, genre je déchire dans un endroit, quoi, parce que je ratais tout le reste. Tu faisais pas de la programmation ni de la cuisine, donc... Pas du tout, puis j'étais vraiment une clette, comme on dit en Belgique, j'étais pas bien, quoi, une clette, j'étais nul, quoi, Okay. Je ratais tout le reste, sauf l'écriture, et donc j'ai vraiment misé sur ça, et c'est ce qui me valorisait le plus. Et en fait, Victor Hugo, je crois, a écrit « L'humour, c'est la politesse du désespoir ». Et je pense que c'est maintenant, avec le regard que j'ai d'adulte, parce que j'ai abandonné les jeux de mots, j'en fais plus trop, ouais. Ça m'amuse plus tellement. Je me dis, en fait, c'était la seule arme que j'avais, quoi, pour répondre à cette peur d'être seul, à cette peur d'être bizarre ou pas aimé. Le jeu de mots, c'est une manière de dédramatiser tout et de me faire passer pour un clown, alors qu'en réalité, la seule chose que je voulais, c'était... tu sais, qu'on m'aime bien, quoi, okay. Avoir des copains. Ouais. Est-ce que tu penses à... Alors j'allais prononcer le mot un peu grossier de... Voldemort. de postérité, mais est-ce que tu penses à ta patte, à inscrire quelque chose qui ferait que, instantanément, on se dise, tiens, c'est Félix Radu? Oui. Je pense que ça a longtemps été un questionnement de savoir... D'ailleurs, j'en parle dans certains nouveaux textes, mais pour moi, la mort, l'idée de la mort a pris un nouveau visage, qui est celui de l'oubli. Au début, j'avais peur de la fin de l'existence, quoi. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'au final, c'est davantage le fait d'être oublié qui m'effraie. Et puis se pose la question de qu'est-ce que tu préférerais? Tu préférerais que les gens se rappellent de toi, mais qu'ils se rappellent plus ce que t'as dit? D'être une vieille statue sur lesquelles les pigeons viennent chier? Ou alors que les gens se rappellent tes textes, mais qu'ils savent plus d'où ça vient, quoi. Et je me dis au final peut-être que je suis davantage ce que j'écris que ce que je suis, ou ce que je parais être, et donc je préférais qu'il reste des textes où le nom est suffisamment abîmé et amoché pour qu'on ne se rappelle pas de qui c'est, plutôt que d'être une statue flambant neuve où les gens passent devant en disant mais qui c'est ce connard avec sa moustache. Donc ouais, je me dis la postérité, ouais, mais davantage pour les textes, quoi.
Et encore même pas, parce que je me contredis moi-même, c'est terrible. Mais non, c'est des choses qui arrivent, je crois. Ouais, mais j'ai écrit un texte où justement j'accusais les écrits de rester, parce qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un texte qui a été déconnecté de son auteur, parce que ça amène aux interprétations, et plus encore, avec le temps, en fait, les mœurs changent, les lois changent, l'idée même du progrès change, et tu peux te retrouver à dire quelque chose qui n'a plus aucun sens, c'est ce qui devient une tradition, c'est quelque chose qu'on fait exister alors que ça n'a plus grand intérêt, et j'ai peur de dire des choses qui font sens aujourd'hui, qui dans 40 ans ralentissent l'humanité parce que les gens le brandissent en loi. Donc peut-être même sommes-nous condamnés à l'oubli et à la mort. Genre peut-être ne faut-il même pas lutter, quoi. J'espère aujourd'hui être utile aux vivants et laisser ma place quand il faudra la laisser, quoi. Au centre de tout ça, il y a ton l'inspiration qui est absolument partout, j'imagine. Je crois que d'ailleurs que ton rapport à l'inspiration est en partie inspiré par Rilke. Qu'est-ce qu'il en disait ? Rilke a écrit du coup des lettres à un jeune auteur qui lui posait des questions, qui ont été rassemblées dans un livre qui s'appelle Lettres à un jeune poète. Et dedans, il lui répond arrêtez de chercher l'inspiration au dehors, quoi. Tout est inspiration, et l'art doit naître d'une nécessité. Et si ça vient d'une nécessité, alors c'est beau, alors c'est de l'art. Et donc, je rigole un peu cyniquement quand les gens me disent d'où vient cette inspiration, parce qu'en fait, on vit tous dans le même monde. L'inspiration, c'est pas quelque chose qu'on trouve, c'est une manière de regarder les choses. Ouais, déguiser son regard. Ouais, exactement. En fait, tu fais surgir l'inspiration de la manière dont tu regardes quelque chose. Il suffit juste de le regarder suffisamment longtemps, ou de le regarder avec un regard un peu de travers. Et donc, en fonction de qui tu es et de comment tu observes les choses, tu vas en faire surgir une poésie qui est la tienne, quoi. Donc, en quoi des textes comme celui de Rilke, par exemple, et de ceux que tu cites dans le spectacle, pourraient, je sais pas, aider à construire ta vie, peut-être, ou ont pu aider ? Je pense qu'on rattache souvent la littérature aux personnes âgées en se disant oui, c'est un grand savant, etc. Alors que je pense au contraire que la littérature est beaucoup plus utile et pratique lorsqu'on est jeune, lorsqu'on est enfant, parce que c'est là où on se construit, c'est là où on a besoin des briques élémentaires qui vont faire l'être humain qu'on va devenir, et que les livres, c'est jamais que des journaux intimes, même quand c'est des fictions, ce sont des journaux intimes d'êtres vivants qui étaient là avant nous, se sont posés les mêmes questions, ont eu leur chagrin d'amour, ont eu peur de la mort, se sont mis des races... Donc lire un livre, c'est comme gagner 10 ans dans la tronche, quoi. Enfin, c'est prendre de l'avance. C'est quelqu'un qui a couru avant toi et qui te passe le relais, quoi, qui te dit bon, je me suis arrêté là parce que mort imminente, quoi, mais continue la course, quoi. Donc c'est ce pourquoi je pense que ces livres que je partage, moi, ils m'ont construit et que j'essaie de les repartager, c'est de dire ça aide à voir le monde, quoi. Ça aide à le bouffer, ça aide à continuer la course. C'est un objet qui peut être intimidant, le livre, mais est-ce que ton but, précisément, c'est de le désacraliser, ou alors est-ce que tu penses que la littérature, le livre, ça reste un objet qui a cette place un peu, oui, sacrée, disons ? C'est un objet sacré, est-ce que c'est pas pour ça qu'on peut le désacraliser quand même Okay. Je pense que ce qu'il faut sacraliser, c'est les propos qu'il y a dedans, et donc quand les gens disent les jeunes ne lisent plus, moi j'ai envie de leur répondre, c'est vous qui ne regardez plus les jeunes, parce que quand tu regardes sur les réseaux sociaux comme TikTok, YouTube, il n'y a jamais eu autant de créateurs de contenu. De plus en plus jeunes, on a des jeunes qui chorégraphient des choses, qui écrivent des textes, qui déclament. Je pense que à nouveau, la poésie est partout, et elle est même dans les nouveaux médias, et même dans les nouveaux objets, quoi. Et si le livre en tant que tel n'est plus lu, je pense que les questions de l'amour, de la mort, du temps qui passe, des questions écologiques, des questions politiques, n'a jamais été aussi brûlantes, de plus en plus jeune. Et donc moi j'ai beaucoup d'amour et d'admiration pour la jeune génération qui me suit, et la mienne, parce qu'il me semble qu'ils n'ont rien à envier à Alfred de Musset ou à Victor Hugo. D'ailleurs, en parlant de Musset, de Hugo, de Rostand, de Molière, t'as plein de références d'auteurs classiques. Est-ce que tu lis aussi des contemporains ? Je les lis de plus en plus. Comme je te l'ai dit, je venais de la campagne, donc j'avais pas de culture, et quand j'ai commencé les cours de théâtre, on m'a donné des classiques, et j'en suis tombé fou amoureux parce que ça avait une prétention qu'il me semblait que la littérature contemporaine n'avait pas, quoi. Il y avait comme tu sais, c'est comme de la génération de nos grands-parents, quand ils allaient au théâtre, ils mettaient un costume, tu vois. J'ai l'impression que quand on écrivait un livre, on enfilait un costume. Il y avait quelque chose de cérémonial, quoi. C'était j'écris un livre. J'écris pas un livre, non, j'écris un livre. Genre les pièces de théâtre, elles étaient là pour prétendre à faire du gros théâtre, je veux que ça sue, je veux que ça bave, je veux que ça pleure. Et il m'a semblé que la publication du livre était devenue plus quotidienne aujourd'hui.
comme l'écriture s'est démocratisée, Sacré, tout le monde écrit un peu et du coup c'est moins sacré quoi. On peut presque recevoir une commande de livre et l'écrire vite fait en 3 mois pour que ça sorte. Et puis tu sais, il y a des auteurs, ils écrivent tous les ans. Ça peut arriver. Et il m'a semblé, après c'est certainement très erroné, mais que avant, publier un livre, c'était une vraie démarche. Tu posais tes couilles sur la table, tu posais ta vulve sur la table pour les autrices, pour ne pas faire mais du coup, c'est ce qui m'a manqué. Aujourd'hui, je suis en train de découvrir des auteurs contemporains et je me rends compte justement que y a plein d'auteurs qui pensent comme moi en fait et qui continuent de faire exister une littérature qui me parle et que j'apprécie. Oui, ta démarche, c'était pas de te dire tout a déjà été dit, ça sert à rien. Au contraire, non. Au contraire, je pense que c'était juste un manque de savoir, quoi. J'ai trouvé un filon que j'aimais et donc je l'ai poncé jusqu'à la moelle et j'ai commencé à ouvrir mes yeux. Et puis tu tentes sa chance sur Wajdi Mouawad, puis tu dis ok, j'aime pas mal Wajdi Mouawad, puis tu vas lire Virginie Despentes que je vois là, c'est pas mal Virginie Despentes. On est chez moi. Oui. Resituons. Resituons, il y a plein de livres ici. Et donc je découvre mes contemporains et je les aime de plus en plus, quoi. Quel est ton rapport d'ailleurs à la lecture ? Est-ce que tu fais partie de ces gens hyper compulsifs ou compulsif, il m'arrive de pas lire pendant longtemps et il m'arrive de ne faire que ça. Si je n'écoute que mon rythme, parce qu'aujourd'hui j'en ai fait mon travail, donc je t'avoue que mon rythme est vachement bousculé et bouleversé, mais je comprends. Si je m'écoute moi, je peux passer 2 ans sans lire un livre, et par contre je peux passer une semaine à ne faire que ça et en lire 20, vraiment, même oublier de manger, parce que je ressens comme une sorte d'appétit, de faim, je veux savoir des choses, je veux bouffer cet auteur, mais comme c'est mon métier aujourd'hui, je peux plus me permettre de passer 2 ans sans lire, donc... par exemple, pour France Télévisions, j'ai fait une série éducative sur la littérature et on m'a dit tu vas traiter de 20 livres en un mois. Et j'ai dit ouais, mais les 20 livres je les ai pas lus. Et on m'a dit bonne chance. Et du coup j'ai lu un livre par jour pendant plus d'1 mois et j'ai fait ça l'année suivante aussi. Donc je lis beaucoup, moins que ma grand-mère certainement, mais beaucoup quand même. Et justement, quel rapport tu entretiens avec l'urgence ? Là précisément, c'est un bon levier pour en parler. Est-ce que typiquement tu aimes travailler dans cette forme de pression qu'implique l'urgence ? Ouais, moi je fonctionne beaucoup à l'urgence. Tu fais aussi des chroniques radio, je précise. Oui, que j'ai écrit la veille. Je l'ai écrit vers 2h du matin, la chronique de ce matin. C'est même pas que j'aime ça, c'est que je fonctionne à l'urgence, quoi. J'ai besoin que ça vienne d'une forme de nécessité. Et quand les formats me plaisent moins, ou quand ils me viennent moins spontanément, je recrée cette urgence par la temporalité, quoi. Tu sais, quand tu fais quelque chose que t'aimes, comme écrire une pièce de théâtre, moi c'est ce qui me parle. L'urgence elle est là parce que je veux l'écrire avant de mourir et ça se fait tout seul et ça se fait vite. Alors que quand on me fait des commandes, c'est pas urgemment dans mon ADN de il faut absolument que je fasse ce texte, donc je le recrée artificiellement par c'est quand même demain, quoi. Mais je fonctionne beaucoup dans l'urgence et je pense qu'on a tendance à beaucoup s'endormir et je trouve ça assez fascinant. Tous ces gens aujourd'hui, il y a une sorte de mode de la réconciliation avec la mort, de la réconciliation avec le temps qui passe, et je trouve ça assez fascinant, que du contraire, j'ai presque envie de dire on devrait être révolté, quoi, de cette échéance finale. Les lois de l'univers sont quand même assez intolérables et je trouve ça fou qu'il y ait des gens qui vivent tranquille pépère leur vie en se disant non mais ça va, je suis ok, j'aurai 60 ans, je vais partir. Mais gros, tu pars pour toujours. Genre, un minimum de colère, quoi, un minimum de et moi je sais pas pourquoi j'ai ça depuis petit et ça ne part pas, quoi, et j'ai l'impression que chez les autres ça part mais moi j'arrive pas. Il y a tous les jours quand je suis dans mon lit que je me couche, je me dis mais une nuit de moins, quoi. Un jour tu sentiras plus les draps, un jour tu sentiras plus les bras, un jour tu sentiras plus les fleurs, enfin, il y a quelque chose d'urgence qu'il faut absolument garder, je crois. C'est là où est la vérité, je pense, et j'espère. Ça veut dire que tu luttes contre l'ennui ? Je pense que l'ennui fait partie intégrante de la vie et j'aime m'ennuyer parce que c'est là où on trouve les meilleures inspirations. C'est ce qu'on a dit, il faut faire surgir des choses, la beauté, et ça passe par l'ennui, ça passe par le fait de regarder éternellement la même chose. Je me rappelle plus qui a dit ça, il a dit l'art c'est savoir s'obstiner. Et j'ai une assez grande... c'est vrai ? Je sais pas. Non, bon, tu sais pas non plus. Et j'ai une assez grande faculté à m'obstiner sur les choses, quoi. Je fais des vraies focales sur les gens, sur les concepts, et du coup je peux passer des mois à ne parler que de ça, et je pense que c'est ça qui fait que j'en fais surgir une forme d'inspiration, mais... Donc non, je suis assez réconcilié avec l'ennui, mais ça ne me dérangerait pas de m'ennuyer après la mort. Enfin, tu sais, qu'on te... Merci beaucoup, maintenant vous allez vous mettre dans la salle d'attente. Ça me dérangerait pas d'aller me mettre dans la salle d'attente de la vie et de juste passer l'éternité à regarder les gens faire leur vie, eux. Juste le concept d'abandon, de stop, de rien, ça m'angoisse, ça c'est le néant, le rien, même pas l'ennui. Ça te chafouine. Ça me chafouine, je te cache pas que je suis pas au meilleur de ma forme. C'est quoi
un poète pour toi aujourd'hui? Bah, ça a toujours été la même chose, un poète. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, non. Non, ça n'a pas bougé. C'est la même chose, un poète, c'est quelqu'un qui sauve le monde, quoi. Je pense que c'est quelqu'un qui sauve le monde. C'est pour récupérer la phrase de Dostoïevski, c'est la beauté qui sauvera le monde. Et je pense que les poètes sont des créateurs de beauté. Le monde en manque parfois. Oui, et c'est on a difficile besoin peut-être aujourd'hui. de faire surgir Un la peu beauté. plus. Je pense pas. Je pense pas que ce soit plus dur. Parce que la beauté peut être partout, même dans les choses tragiques. On peut tomber, on peut choir et tomber très vite à cause des crises écologiques, politiques, sociales. Tomber métaphoriquement, mais trouver la capacité à danser, quoi, à danser dans le vent et à faire croire aux gens qu'on ne tombe pas. Et je pense pas que ce soit plus dur. Je pense qu'on est dans une génération plus triste. Peut-être qu'il y a eu des générations plus heureuses. Mais c'est pas parce qu'on est triste ou heureux qu'on peut pas avoir énormément de joie. Et je pense que les poètes sont des créateurs de joie ou des créateurs de chagrin. Mais... Et des relais aussi. Est-ce que l'apprentissage de la poésie, le goût de la poésie à l'école a été adapté, bien transmis pour toi, tu trouves, avec du recul? Non, pas du tout. Pas du tout. Même, je pense que j'ai eu de la chance parce que l'école a failli m'en dégoûter. Je pense que l'école rate quelque chose dans l'apprentissage de la poésie parce qu'il s'attarde davantage sur les formes plutôt que sur le fond. Il s'attache davantage au tableau poussiéreux plutôt qu'aux gens qu'il y avait dedans. Donc, il y a comme une sorte de brandissement de loi, de c'est ça la poésie, c'est ça le bon goût. Alors que justement, les personnes qu'on érige en héros, à leur époque, étaient à nouveau considérées comme des moineaux et des canards boiteux. Donc, on tape sur les doigts des gens qui dépassent et on leur valorise une sorte de poésie aux lois toutes faites, alors qu'en réalité, toutes les personnes qu'on nous enseigne ont cassé les codes, ont dépassé, étaient distraits, oisifs, séchaient les cours, prenaient de la drogue de temps en temps, faisaient énormément l'amour, étaient des sales gosses, quoi. Et je pense que c'est ça qu'on devrait rappeler aux jeunes, et je pense que ça les aiderait à accrocher, c'est de leur dire, les gars, ils étaient exactement comme vous, quoi. Ils avaient les mêmes questionnements, les mêmes peurs, les mêmes vices. Les poètes étaient des sales gosses, quoi. C'est dit, Ouais. c'est plus à dire. Ce n'est plus à dire. Est-ce que dans ton parcours professionnel, disons, il y a des événements qui ont été comme des poussées, des accélérations, où tout s'est fait de manière assez fluide, selon toi? Je pense que tout s'est fait assez fluide. Il y a eu des moments d'accélération, mais j'ai pas eu de bump. Sauf peut-être après avec les chroniques il y a 2 ans, mais j'ai subi et j'ai vécu chaque étape de ce qui semblerait être une carrière pleinement, quoi. J'ai commencé dans ma campagne, j'ai commencé à jouer dans les bars, dans les restos, dans la rue, puis j'ai commencé à jouer dans les petites salles. T'es diplômé aussi? Bien sûr, je suis diplômé. T'es passé par cette case aussi? Mais j'ai pas fait de grandes études, hein, j'ai juste fait mon diplôme humanitaire, comme on dit en Belgique. Et puis derrière, j'ai eu les petites salles de 3 personnes, 4 personnes, 20 personnes. Et puis aujourd'hui, on est dans une salle de 330 et on fait des salles pratiquement complètes. Donc j'ai vraiment eu la chance, je crois, d'éprouver chaque escalier. Et ça me rend d'autant plus reconnaissant de savoir qu'aujourd'hui, quand je vais faire une interview, il y a quelqu'un qui m'accompagne, par exemple. Merci d'être Qui là. est donc cette 3e personne autour de la table? Ça me fascine, quoi. Quand t'as commencé tout seul à prendre le train avec ton spectacle sur le dos et qu'aujourd'hui t'as une loge avec quelqu'un qui repasse tes chemises, tu peux que être reconnaissant, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne voudrais absolument pas jouer? Quelles sont tes limites? Que je ne voudrais pas jouer? Ouais. Si c'est du jeu, il n'y a rien que je voudrais pas jouer. Il n'y a rien Si qui c'est te... du jeu, non, tout. Je pourrais jouer les méchants comme les gentils, je pourrais jouer les diaboliques et les cruels comme les premiers de classe. Tu pourrais sauter à l'élastique, tu pourrais juste Oui. pas... Tout ce qui est jeu, j'ai aucun problème. Moi, ce qui me dérange davantage, c'est quand on marie le jeu avec d'autres objectifs que les gens, quoi. C'est-à-dire la publicité, par exemple. Ah. La publicité, ça te pose problème, disons. Ouais, je refuserais de jouer une publicité, par exemple. Ok. Je peux faire une pub, dire moi, Félix Radu, j'aime bien cette marque, allez voir, mais faire du théâtre ou un texte qui mélange art et pub, ça c'est mort. Okay. Tu mélanges pas 2 entités qui pour moi sont contradictoires, quoi. Tu fais de l'art pour les gens, la pub c'est pour les gens qui la tiennent, quoi. Donc la seule chose que je me refuserais de faire, ouais, ce serait de jouer de la publicité. Mais sinon, jouer, peu importe le personnage, il y a toujours à trouver. Parmi toutes les figures littéraires qui gravitent autour de toi et de cet ancien spectacle, presque, on pourra dire bientôt, il y a Le Petit Prince. Évidemment. Quelle place il a dans ta vie? Bon, il a une place centrale aujourd'hui. Il a une place centrale. C'est marrant parce que Le Petit Prince, mes parents avaient essayé de me le faire lire quand j'étais gamin et j'avais refusé. J'avais trouvé ça nul, je voulais pas le lire.
Je comprenais pas ce qu'il foutait sur son caillou, le mec. Et en grandissant, en fait, je l'ai vu dans la bibliothèque et je me suis dit, c'est quand même ouf, tout le monde m'en parle tout le temps. Parce qu'il y a les journaux qui commençaient à dire le Petit Prince de l'humour, ça revenait beaucoup. Et je me suis dit, bon, ce mec a l'air de me coller à la peau, je vais un peu lire ce qu'il... Et je l'ai lu, et en plus, ça se lit très vite. Et j'étais bouleversé, quoi. Je me suis mis à pleurer dans mon canapé et ma mère était là, mais enfin, Félix, on t'a toujours dit que c'était beau. Je dis, oui, mais je ne m'en rendais pas compte. Et en fait, vraiment, ça s'est fait assez spontanément. C'est-à-dire que les journaux ont commencé à me surnommer le Petit Prince et mon équipe manager ont commencé à dire grand. Enfin, et c'est devenu mon petit surnom, quoi. Et un jour, j'ai été contacté par la Fondation Saint-Exupéry qui m'a dit, écoutez, jeune homme, on me parle de vous tout le temps. Ah ouais, mais à ce point. Ouais, c'est drôle. La corrélation se fait souvent, apparemment. On voit qu'on vous surnomme comme notre livre. Vous avez l'air d'aimer le bouquin. Est-ce que ça vous dirait de faire des vidéos pour nous? Et je dis, bah bien sûr. Et donc, j'ai fait des vidéos explicatives de certaines métaphores. Et on s'est tellement bien entendu qu'ils ont dit on ne l'a jamais fait, mais est-ce que vous diriez être ambassadeur? Et donc je suis devenu ambassadeur de la marque Petit Prince. Et c'est pas les biscuits. Et c'est pas les biscuits, non. J'ai essayé pour faire le Petit Prince qui mange des princes, mais ils veulent pas. Petit lui veut pas. Mais ouais, donc je suis ambassadeur, représentant de la marque Petit Prince et ami avec la Fondation Saint-Exupéry que je défends corps et âme. Ouais, ce qui est relativement symbolique. Ce qui est relativement beau, ouais. Est-ce que on peut parler de Rose et Massimo? Est-ce que ça occupe toutes mes journées? Ça occupe toutes tes journées, ouais, j'imagine. Est-ce que tu veux la résumer, en parler, ou est-ce que tu veux que je le fasse? Comme tu préfères. Montre-moi le résumé. Dis-moi qu'est-ce que... j'ai pas de résumé en soi, mais j'ai des infos. C'est ta première pièce de théâtre que tu as décidé de monter. Oui. Tu l'as écrite quand tu avais 20 ans, je crois. 21, oui. 21, ouais. Enfin, 20 ans, 21. Ouais. T'en as 27 aujourd'hui. Il y a 3 comédiens, il y a une comédienne. Exact. Ça parle d'amour, il y a de toute évidence quelques hommages, une fois de plus, à des dramaturges qui t'ont influencé, comme pour le premier spectacle. Et elle sera montée par Alain Sachs. Et c'est à peu près tout ce que... C'est à peu près tout ce que t'en sais, tout ce que j'ai écrit. Pas mal, c'est déjà très sur bien. Ma feuille. Ce sont les grandes lignes. Et l'idée, c'est que tu as lancé un financement participatif. Oui. À quoi va servir l'argent? Oh bah, il va servir à tout. Je pense qu'on s'en rendait pas compte. Enfin, moi, je m'en rendais pas compte alors que je suis comédien, mais monter une pièce, ça coûte une fortune. Ouais. On s'en rend pas compte que la culture coûte à ce point cher, quoi. Parce que les subsides, les prix sont très peu, et puis ils mettent des années à te les donner, et puis il y a des concours. Du coup, en toute transparence, je sais pas, je sais qu'apparemment en France on a tendance à cacher les chiffres, mais en toute transparence, en gros, monter une pièce de théâtre, moi on m'a dit pour monter, je peux en parler? Oui. Ah ben bien sûr, tu parles de ce que tu veux. Donc on m'a dit en gros pour monter la pièce de théâtre, une création ça coûte environ, dans les grandes lignes, 50 000 €. Je dis putain, ça coûte cher, mais si tu veux faire le festival d'Avignon, c'est 50 000 € de plus. Je dis, oh, d'accord, très bien. Et si tu veux faire Paris, c'est 50 000 € encore. Et ils m'ont dit, si tu veux des très bons comédiens, tu peux pas faire que Avignon, il faut que tu aies plus de dates qu'Avignon. Donc en gros, si tu veux que ça se monte, tu dois faire Avignon et Paris. Et j'ai dit d'accord, donc en gros, si je veux que ça se monte, il me faut 150 000 €. Et elle m'a dit oui, c'est fou parce que je n'ai jamais eu cette somme dans ma vie. Et donc j'ai essayé de rassembler des producteurs, mais c'est toujours très compliqué parce que les producteurs, il y en a pas non plus énormément. Puis on traverse des périodes bien sombres pour la culture, donc personne n'est très emballé à l'idée d'investir énormément d'argent. Et puis dans les producteurs, ils en reçoivent des 60aines de dossiers par jour, donc ils sont un peu blasés. Puis il y en a certains qui n'aiment pas lire. Donc c'est une aventure en soi de monter une pièce, plus que de la jouer. Et c'est ce pourquoi, en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, il y a tellement de gens qui me suivent et qui aiment mon travail, pourquoi ne pas faire avec les gens qui aiment ce que je fais? Pourquoi essayer de convaincre des gens fortunés, alors que je pourrais juste travailler avec les gens qui ont leurs petits moyens, qui sont prêts à mettre 10 balles, mais entre David, plutôt que Goliath, quoi. Et donc, on a réussi à rassembler 15 000 balles, ce qui m'aide énormément. Moi, je suis prêt à faire un prêt à la banque pour combler le trou manquant dans le budget. J'ai plein de producteurs qui me font confiance et qui me suivent. Et l'équipe s'est dressée comme ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on est pas loin de la faire, là. C'est sur rosemassimo.fr. rosemassimo.fr. Ouais. Ok. Eh bien, l'info est passée. Et je vais te poser la dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que tu as plusieurs coups de cœur culturels à nous partager? Sur quel registre? Théâtre, musique? Théâtre, musique, podcast, documentaire. Ce podcast-ci est incroyable. Jeux vidéo, bien sûr. Qu'est-ce que je pourrais dire? En musique, moi je suis copain avec plein de gens aujourd'hui qui sont trop talentueux. Je parle pas mal avec Ben Mazué, mais aujourd'hui je pense qu'il a plus tellement besoin de publicité. Ben Mazué qui est passé derrière ce micro. C'est vrai? Ouais. Ah, je l'aime tellement. Il est gentil?
Il est très gentil et je l'embrasse. Trop cool. Même s'il me reconnaîtrait pas dans la rue, je pense. Mais... Ben Mazieu, mais aujourd'hui il n'a plus tellement besoin de publicité. J'aime beaucoup Gaël Faure, qui lui pour le coup reste tellement talentueux et si peu reconnu pour son talent. Il y a une chanson que j'adore de lui, je sais pas pourquoi je parle de moi du coup, mais c'est ça s'appelle Traverser l'hiver et elle est géniale. C'est ma préférée de lui. C'est vrai. Ouais. Okay. Et il a fait une reprise qui est sublime de C'est l'amour à la plage aussi. Je sais pas si tu l'as déjà écouté. Non, je connais pas grand chose d'autre de Gaël Faure. Je vais te la faire écouter juste après, elle est trop belle. Je le trouve un génie. Plus politique, j'adore le travail de Camille Etienne. Je trouve qu'en tant qu'activiste écologique, elle redonne du peps, de la ferveur, du feu dans ce combat, quoi. Il y a quelque chose d'optimiste. En musique, Léa Delot aussi, jeune chanteuse, qui est en train de faire son premier album, je trouve fou. Okay. Et en pièce, j'ai été voir la pièce de Sylvie Testu, qui s'appelle Tout le monde savait au Théâtre de l'Œuvre, qui est un sujet très grave et très lourd, mais c'est le genre de spectacle dont on sort pas indemne et qui est nécessaire, je crois, sur un plateau. Et bon, même si je ne la connais pas personnellement, ça mérite un coup de boost, quoi. Ok, et je crois que ça se joue encore d'ailleurs. Ouais. Oui. Super. Merci beaucoup, Félix. Merci à toi. Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite avec une nouvelle invitée ou un nouvel invité pour parler culture. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner aux réseaux sociaux de la quille, notamment Instagram, et puis en parler autour de vous, tout simplement. Merci beaucoup pour votre écoute, et à très vite.